Merci à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième journée du 32e festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Vous pourrez presque aller vous baigner tout à l'heure parce qu'hier soir nous avons eu un gros orage, mais ce soir il va faire bon. Vous pouvez aller goûter la mer bretonne qui donne de l'énergie. Alors, sur ce plateau, sur cet avant-dernier plateau de la journée, à côté de moi, Felwine Sarr, que vous connaissez déjà, je pense, parce qu'il est déjà venu à plusieurs reprises sur le festival Étonnant Voyageur. Alors, comme on disait tout à l'heure avec Boubacar, Mohamed Bougar Sarr, qui, avec David Diop, disait « c'est mon grand frère ». Je dis « mais alors combien de grands frères tu as, Bougar ?» Et en fait, parce que toi aussi, tu es son grand frère. Hein, c'est pas, vous portez le même nom, mais pas pour de vrai. Mais tu es quand même son grand frère. Absolument. Absolument. Et tu le revendiques, c'est très bien. Felwine Sarr, celui que tout le monde aime en langue sérère. Est essayiste et romancier, poète et musicien. Il a fait des études d'économie en France. Il enseigne cette discipline pendant 13 ans à l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal. Professeur de philosophie maintenant, de philosophie africaine à Duke University aux États-Unis. Afrotopia est paru chez Philippe Ray en 2016. C'est un best-seller mondial. Felwine a aussi écrit plusieurs essais, des œuvres de théâtre et des récits. Il est chargé en 2018 avec Bénédicte Savoie du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. À Dakar, il fonde les ateliers de la pensée en compagnie du philosophe Achille Mbembe, qui est venu aussi plusieurs fois ici. Sa maison d'édition, elle existe toujours, Jimsan ? À votre avis? Comment ? À votre avis? Ben, je te demande, non ? Avec le concours a été publié où? Ah mais oui, ah ben oui, il a été plié dans les deux, bien sûr. Oui. À prix local, donc elle existe cette maison d'édition et elle a édité les œuvres de Mohamed Bougar Sarr en coédition avec Philippe Ray. Voilà, c'est ça. On va parler ce soir de ce livre, de ce roman de Felwine Sarr qui s'intitule Les lieux qu'habitent mes rêves. On continue la présentation. On va continuer avec Barthabas. Barthabas qui est votre pseudo, hein, puisque votre nom c'est Clément Marty. Vous êtes connu sous ce nom de scène Barthabas. Vous êtes né en 57 à Boulogne-Billancourt. Vous êtes écuyer, metteur en scène, scénographe, réalisateur, fondateur du théâtre équestre Zingaro en 1984. Et puis vous avez fondé l'Académie du spectacle équestre de Versailles. Alors l'histoire du théâtre Zingaro, ça veut dire Tzigane en italien. C'est le nom du plus célèbre cheval de la troupe. Alors ça c'est une histoire qu'on connaît plus ou moins. Hein. On ne connaît pas forcément toute cette histoire, mais enfin quand même cette partie-là, c'est la partie la plus connue de votre travail. Ce qu'on connaît moins, parce que c'est récent, c'est votre travail d'écriture. Il y a quelques livres qui sont parus, qui tournaient d'abord autour du monde du cheval, et puis il y a des textes qui sont parus depuis peu, toujours finalement partant du monde animal, mais qui sont des textes littéraires. D'un cheval l'autre, paru chez Gallimard en 2020, et puis ce cantique... Les Cantiques du Corbeau, qui est le dernier, sorti cette année, en 2022, chez Gallimard, et dont on va parler. Et puis, à côté de moi, Yamen Manaï, qui va nous parler de Bel Abîme, son dernier livre paru. Yamen vit en France depuis l'âge de 18 ans. Pour l'avoir observé à Tunis, où nous étions au mois de septembre dernier pour le congrès mondial de la francophonie, il est accueilli là-bas non seulement comme l'enfant du pays, mais alors comme une vraie star. Ingénieur de formation, il a écrit déjà plusieurs ouvrages. Lama Ardent, paru chez Elisade en 2017. La Sérénade d'Ibrahim Santos en 2011, toujours dans la même maison d'édition. La Marche de l'incertitude, paru chez Elisade et réédité chez Didier Éditions en 2013. Jean-Marie Gustave Leclésio dit de lui qu'il parle avec la réserve et l'exactitude de l'homme de science et en même temps avec le feu du poète et l'imagination du romancier. Wow,
Hein, ça, c'est un beau compliment. Lama Ardant a été couronné de nombreux prix, dont celui des 5 continents de la francophonie. Et donc, on va parler aujourd'hui de ce livre qui s'intitule Bel abîme. Et on peut y aller. On commence avec Félouine ou oui, on commence comme ça. Alors, on est dans ce livre, Les lieux qu'habitent mes rêves, dans voilà, des lieux qu'habitent mes rêves. Je trouve que le titre traduit bien l'atmosphère de ce livre qui est à la fois réel et empli d'une atmosphère de conte, en tout cas de chemin initiatique. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque il s'agit de l'histoire de 2 frères, Fodé et Bouel, qui sont des frères jumeaux sénégalais, que la vie a mis sur des chemins différents, voire opposés. Fodé reprend la charge spirituelle de veiller sur le Nout, qui est un rite de passage, une sorte d'éducation religieuse du pays sérère, après la mort de Ngof, le maître des initiations. Pour cela, il devra apprendre à passer au-delà des limites physiques, à sortir de son corps. Bouel, lui, est parti étudier en Europe. Il se retrouve à Orléans. Il rencontre une jeune étudiante polonaise, Olga. Il y a une histoire d'amour qui l'emmène en Pologne, dans la famille de sa compagne. Et survient un drame qui va faire basculer sa vie. Félouine, cette histoire est alterne entre les deux parcours, mais surtout, elle est racontée par les ancêtres, ceux du pays sans fin. Et ça m'intéresse de savoir comment, finalement, tu as décidé, ou comment c'est venu, de raconter, de regarder, finalement, ces parcours de l'extérieur, et de tellement extérieur que c'est, finalement, de l'au-delà. En fait, dans la métaphysique sérère, lorsque les individus décèdent, ils vont dans un lieu qui n'est pas le paradis, qui n'est pas l'enfer, mais qui est le pays sans fin. Et le pays sans fin, donc, c'est un au-delà ou un autre monde. Et la vie continue. Et les ancêtres, ils peuvent continuer à veiller donc, sur la vie de ceux qui sont en bas, leur envoyer des messages. Il y a un lieu qui s'appelle la Grande Fosse. Donc, les événements qui sont candidats à la survenue dans l'histoire sont d'abord dans la Grande Fosse. Et s'ils sont bons pour les humains, on les fait advenir. S'ils sont mauvais, on essaie de les garder. Et il y a toute une relation pluridimensionnelle entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont dans ce lieu-là. Donc du coup, ça se raconte du point de vue je pense, du narrateur ou de Bouel, des fois avec un jeu. Mais il y a plusieurs épisodes pour lesquels la perspective, c'est ceux qui sont dans le pays sans fin. Donc ce pays qui n'est pas un pays, qui n'a pas de limite, qui est aux confins de l'univers, qui est dans l'espace du songe et du rêve. Et du coup, ça donne comme ça une distance qui leur permet de regarder donc les destins des 2 jumeaux évoluer dans le monde d'en bas, quoi. Alors je me suis demandé, parce qu'effectivement il y a des chapitres où c'est Bouel le narrateur, et je me suis dit, mais est-ce que finalement Fodé est passé dans le pays sans fin? C'est-à-dire que quand il sort de son corps, est-ce que c'est lui l'autre narrateur, ou est-ce que c'est encore d'autres voix? C'est encore d'autres voix. En fait, j'ai voulu une plurivocalité. Donc Fodé reste donc il reste en pays sérère. Et même lorsqu'il sort de son corps, il est encore là, puisqu'il est encore dans la vie d'en bas. Il est encore dans la vie d'en bas, quoi. Alors c'est une déambulation parfois poétique, mais qui se termine, je le disais, enfin qui se termine pas, mais qui au milieu du livre éclate avec beaucoup de violence. D'un côté, il y a quelque chose de très, ça me fait penser un peu au livre de Lionel Trouillot, entre la réalité et la violence d'un côté, et puis de l'autre côté, le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir des mots, la désincarnation en quelque sorte, mais qui fait pas forcément sortir de la réalité. C'est juste une autre réalité, une autre façon de voir les choses. Est-ce que c'est aussi, bien que ce soit des jumeaux, parce que dans Lionel Trouillot aussi, c'est 2 frères finalement, est-ce que c'est 2 manières de voir la vie, 2 manières de voir des parcours qui, dans les 2 cas, finalement, sont des parcours importants, essentiels, et qui se métamorphosent? Surtout qu'on a l'impression que ces 2 parcours s'éloignent l'un de l'autre, mais ce n'est qu'une impression.
En fait, la gémellité était très intéressante pour moi. Elle me permettait de réfléchir sur l'identité supposée et l'altérité. Donc, ils viennent tous d'un même lieu, d'une même matrice culturelle. Ils sont nés en pays sérère et ils ont des chemins de vie qui diffèrent. Bouhel va sur les chemins de la vie, va sur les chemins du monde. Il ne suit pas la tradition. Il s'altérise et il se crée en rencontrant. Il a des épreuves, donc il les traverse avec l'aide d'autres ressources qui ne sont pas les ressources de son milieu. Fodé a les ressources de son milieu. Donc il a la transmission des savoirs ésotériques dans sa relation avec Ngof. Et Bouhel va rencontrer Oulga, il va encore se décentrer, ils vont se retrouver en Europe de l'Est. Il rencontre un moine dans un monastère avec qui il pose les questions du sens, les questions ultimes, les questions sans réponse aporétique. Et il est dans une phase de remontée, de guérison de soi, mais les ressources qui l'aident sont des ressources qui ne sont pas issues de son milieu à lui. Mais en début de ça, au moment crucial, ce qui l'aide à sortir de sa situation d'incarcéré, c'est des ressources que son frère Fodé fait transiter donc du pays sérère à la Pologne. Comme s'il y avait une transmission qui se faisait au-delà à distance, au-delà des frontières, mais peut-être aussi comme s'il y avait une réminiscence chez Bouhel de cette histoire-là qu'il pensait peut-être être très loin et qui était quand même là, quand même au fond de lui. Oui, parce qu'en fait, il cherche à être le disciple de sa propre compréhension des choses. Il est très sceptique vis-à-vis des initiations. Donc, il cherche à découvrir les choses et à les comprendre par lui-même et à les éprouver. Mais il n'en demeure pas qu'il est porteur d'une mémoire qui le précède. Il est porteur d'une mémoire qui l'antécède. Et dans le pays sans fin, dans le pays des rêves et des songes, se pose là donc le lit avec une constellation de personnages d'histoire, de ressources, de monde et d'univers, qu'il le veuille ou pas, donc qui l'habitent, même si c'est à son insu. Et à des moments d'épreuve, justement, quoi. Donc ces mémoires qui le précèdent et qui l'antécèdent viennent à son secours. Est-ce qu'au fond, c'est pas aussi un peu comme ces manières de vivre qui sont très ancrées sur la famille et la famille élargie, une famille extrêmement nombreuse. Tu disais tout à l'heure, c'est mon grand frère. Il y a du soutien au-delà de ce qui est proche, qui est peut-être parfois très très éloigné, mais qui est quand même là en tant que soutien. C'est aussi peut-être une manière de voir le monde qui est beaucoup plus collective qu'individuelle. Il y a ça, mais il y a aussi, j'ai voulu aussi réfléchir sur le lien et sur la fraternité, sur la fraternité véritable. Et je voulais aussi mettre en scène des jumeaux ou une économie relationnelle, quelles que soient les épreuves, qui étaient faites d'engagement mutuel, qui étaient faites de dons de soi, d'amour et de relations fraternelles profondes. Parce qu'il y a des frères qui sont des frères ennemis. Donc ça existe et dans nos imaginaires, ils sont présents. Et je n'ai pas voulu en faire des frères ennemis. Et j'ai voulu aussi faire en sorte que les gens qu'ils rencontrent sur leur chemin de vie, frères Tim et Bouhel, soient en mesure aussi là donc d'articuler un chant qui est celui de la fraternité véritable, au-delà de la culture, au-delà de la langue, au-delà des appartenances, etc. etc. quoi. Oui, et avoir choisi justement de le faire tomber amoureux d'une Polonaise, de se rendre là-bas, de découvrir cette nouvelle culture et un accueil très bienveillant aussi. Et il va falloir. Oui, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a une rupture obligatoire. Après, il y a beaucoup... Alors, est-ce que je peux lire quand même les dernières lignes du livre, parce qu'elle résume. Alors, ça ne dévoile rien du tout, hein, je vous rassure. Mais elle résume ce que tu as voulu faire peut-être avec cette question de gémellité, et je trouve que c'est vraiment très beau. Pendant quelques secondes, donc, il y a Fodé qui attend Bouhel à l'aéroport. Et il se dit, pendant quelques secondes, j'aurai le sentiment étrange de me voir dans un autre corps, comme dédoublé. Je ressens par anticipation la joie de ce moment où tous les fleuves mènent à la mer et mes rêves à ce seul quai de gare. Ce qui ramène évidemment à son initiation personnelle, qui est arrivée à se dédoubler, à sortir de son corps, mais en fait il se retrouve dans le corps de son frère aussi. Je trouve que c'est une très belle image. Oui, et puis il y avait aussi une réflexion sur l'identité, parce que sur la métaphysique sérère, donc sur les savoirs anciens, et sur le fait qu'on a actuellement dans le monde toute une réflexion sur la communauté du vivant, sur qui sommes-nous et quelle est notre place dans le vivant. Il y a des métaphysiques dans lesquelles le corps est un vêtement, en fait. On peut habiter le corps d'un oiseau, d'un animal. On a une identité qui est fluide et métamorphique. Et explorer
les limites ou les dimensions de notre rapport au vivant, c'est aussi être en mesure de sortir, mais réellement de son corps, et d'aller habiter d'autres corps. Et donc, du coup, d'avoir ici aussi une relation d'intimité avec les modalités des présences du vivant. Être présent, être vivant ne signifie pas forcément revêtir le corps qui est le tien ou qui est le mien. Et dans ces initiations-là, on apprend à transmigrer d'un corps à un autre, et donc du coup à être dans une relation fondamentale de fraternité avec les autres expressions du vivant. Et donc du coup, ça fait partie de l'apprentissage. Et l'identité-là, elle devient métamorphique et fluide, et du coup, toutes les barrières que nous aimons ériger entre les différents règnes du vivant, elles s'estompent. Elles s'estompent ici. Donc il y a aussi il y a des pages très très belles, les pages 30 et 31 justement, où on découvre un lieu, où on passe par le sport, on passe par la poésie. Il y a à la fois l'esprit et le corps, et c'est vraiment très 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 beau. Alors on va continuer, on va enchaîner avec le livre de Barthabas. Surtout après ce que vient de dire Féline, voilà, parce qu'on est dedans, je retrouve. Voilà. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il voulait bien lire, mais je crois qu'il y a un problème de lunettes. Hein. Alors juste, ça s'intitule Les Cantiques du Corbeau, et je vais lire la première page. Le soir au coucher, mon grand-père contait à l'enfant que j'étais des histoires écrites à la place des bêtes, des contes terrifiants qu'il lisait d'une voix sourde, enjouée ou menaçante. Je croyais alors que les animaux, écrit A-N-I-M-O-T-S, étaient des êtres doués de parole. J'étais envoûtée par ses sourcils qui dansaient comme des corbeaux sur son front. Plus il parlait fort, plus les corbeaux se soulevaient et se dressaient. Surprenante sérénade aux accents pointus. S'il riait méchamment, les oiseaux noirs s'envolaient haut. S'ils plissaient les yeux en baissant la voix, ils ouvraient leurs ailes et planaient en fredonnant. À la fin, quand ils claquaient le livre comme on ferme un champ ouvert et qu'il approchait son visage pour quémander un baiser, je tentais d'attraper un des deux oiseaux sombres. Il me filait toujours entre les doigts. Et vous continuez en disant « Il m'aura fallu une vie à côtoyer les chevaux pour comprendre que cet autre est un peu de moi-même. Les bêtes ont perdu leurs mots pour raconter leurs histoires, et l'animal que je suis, s'il possède le langage, ignore son premier récit, celui de la Genèse. L'esprit humain a-t-il voulu à jamais oublier la honte de n'avoir été qu'une proie sans défense ? La nuit, l'animal me regarde et je lis dans ses yeux de nobles histoires. » Ça me rappelle quelque chose, quelques vers de Baudelaire, des nobles histoires, des chants qui m'invitent au voyage. Voilà le début du livre, et ça vous met tout de suite dans l'ambiance et dans le style de Barthabas. Comment est-ce qu'on peut définir un livre comme celui-ci, fait de petits chapitres? Moi, j'en sais rien, parce que justement, l'objectif, c'était de faire un truc qui soit un peu indéfinissable. C'est-à-dire, c'est évidemment une écriture poétique dans ce sens-là. Mais, on va dire, mon idée de départ, c'était vraiment de se mettre pas dans la peau, mais dans la perspective de l'animal que l'on a en nous, quoi. Donc, le pari a été un peu brut, parce que je m'étais dit, voilà, je vais écrire un roman où à chaque chapitre, le « je », puisque c'est la première personne, n'est pas défini. Oui. Donc on ne sait pas son aspect. Il n'est pas genré. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, ou si c'est un être féminin ou masculin. Il évolue dans un espace qui n'est pas défini, un espace spatio-temporel pas défini. C'est-à-dire qu'il peut être au bord d'une falaise, dans la forêt, dans la montagne, mais on ne sait pas quelle montagne, quelle forêt. Comme un animal qui se retrouve dans la forêt, il ne sait pas qu'il est géographiquement à tel endroit du globe. Et où en plus il meurt à la fin de chaque chapitre, et il décrit sa mort. Il y a des morts. Donc, pour essayer de laisser comprendre que c'est cette accumulation d'expériences qui finit par créer l'être humain que nous sommes, quoi, quelque part. Et bon, c'est toujours difficile d'expliquer ce qui est au départ d'un projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Mais je sais qu'une des choses, c'est j'ai eu la chance de visiter la grotte Chauvet il y a plusieurs années déjà, l'original, quoi. Et ça a été pour moi un choc incroyable, quoi, très violent. Et surtout quand on m'a expliqué en plus que l'écart temporel qu'il y a entre la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux est le même que la grotte de Lascaux à nos jours.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience de l'évolution de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est un processus très lent qui a duré des siècles et des siècles. Et moi, bon, de côtoyer les chevaux toute ma vie depuis 40 ans, forcément, je veux dire, côtoyer dans un échange, quoi. C'est pas juste l'observation, la béate observation de l'animal, c'est échanger avec lui, recevoir et donner, quoi. Donc je me pose évidemment toujours cette question, quelle est la partie animale en nous? Et voilà, et quel échange est possible et quelle évolution est possible? Et donc je ne peux pas m'empêcher si on conçoit l'être humain comme un animal, qu'il était au départ, il y a toute cette période, qu'il est encore d'ailleurs, normalement. Mais on était un animal assez peu doué. C'est-à-dire, physiquement, on est assez nul, quoi. Oui. On ne court pas très vite, on ne vole pas, on ne nage pas sous l'eau. Donc on devait être la proie absolue, quoi. Si on devait se faire dévorer, notre vie à l'origine devait être très très courte, quoi. À peine né, on devait être dévoré par un prédateur, quoi. Et comment on est passé de cet aspect-là à l'espèce de super prédateur maintenant que nous sommes, au point d'anéantir même la terre qui nous héberge, quoi. Donc il y a eu un truc qui a merdé, quoi, dans l'évolution, si vous voulez. Et donc, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de décrire ce moment où on ne sait pas ce qu'on était vraiment, quoi, encore. On n'était pas encore l'homme même l'homme préhistorique, qui est l'homme moderne, on va dire, qui est l'homme que l'on connaît plus ou moins maintenant. Et il y a eu une très, très longue période, pendant des siècles et des siècles, où on était en espèce d'évolution, comme ça, entre les deux. Et ça m'a toujours fasciné. Alors, l'objectif du livre n'est pas du tout scientifique, évidemment. C'est vraiment l'aborder de manière assez intime, poétique, et surtout en se mettant toujours, voilà, encore une fois, dans la perspective de l'animal. C'est-à-dire, quand le je écrit, c'est quelque chose qui n'est pas... et qui va créer un trouble chez le lecteur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'identifier, puisqu'il n'est pas décrit, il n'est pas genré, il n'est pas... Donc, ça crée un espèce de malaise qui évolue champ après champ, quoi. Parce qu'évidemment ça évolue, donc ça se précise un petit peu, quoi. Mais donc c'était un projet, on va dire, littérairement assez audacieux, quoi. Si ça répond à votre question, savoir qu'est-ce que c'est. Oui, ça répond bien. On sait toujours pas ce que c'est. On sait toujours pas ce que c'est. On sait que ça se transforme. C'est en fait ça le sujet, c'est que ça se transforme. Il y a cette part animale qui petit à petit se nourrit en quelque sorte du savoir ou des sciences ou des capacités des autres animaux jusqu'à les intégrer et peut-être effectivement un moment de bascule. Et en même temps, justement, vous venez de le dire, c'est construit en chant. Et à la lecture, j'ai pensé, mais j'ai oublié de vérifier, mais j'ai évidemment pensé à Dante. Alors, moi, j'ai pensé plutôt au chant de Maldoror. Les chants de Maldoror. Alors, il y a plusieurs chants. Mais moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est une descente aux enfers finalement? Parce que il y a un moment, on se dit, mais effectivement, à quel moment ça bascule? Parce qu'on voit bien que ça va basculer. On voit bien que finalement, à un moment, il y a trop de puissance dans le même corps qui s'est nourri. En phagocytant un petit peu tous les autres, même s'ils meurent à chaque fois. De toute façon, c'est pas du tout l'objet, c'est pas expliqué dans le livre, mais enfin, bien qu'il y ait un chapitre où le paysan a sa couple avec la terre, quoi. Et pour moi, c'est... alors là, ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, ce que je vais dire, parce que c'est assez pessimiste comme vision de l'humanité, mais moi, je peux pas m'empêcher de regarder l'humanité d'un point de vue, j'allais dire d'un point de vue animal, oui, quelque part, quoi. Vous savez, moi, quand je travaille avec mes chevaux, j'ai des relations très poussées, ce qui peuvent durer 15, 20 ans avec le même cheval. Et donc, combien de fois ça m'est arrivé le soir de regarder dans l'œil du cheval et d'y percevoir une espèce de constat où il disait, voilà, Bartabas, toi, tu t'excites avec tes histoires de théâtre équestre, etc. Mais tu sais, nous, on était là bien avant toi et on sera encore là bien après toi, quoi. Et d'ailleurs, un des déclics de l'écriture de ce, je l'ai écrit pendant le confinement, hein, et où ça a été aussi ces images que tout le monde a vues à la télévision, je pense, des animaux qui reprenaient possession des lieux des hommes, quoi. Des dauphins qui s'approchaient des quais à Marseille, des kangourous dans les rues en Australie, des tigres et des éléphants même qui rentraient dans les villes, quoi, qui étaient devenus désertes. Et forcément, cette image-là, elle m'a fait un déclic. Je dis, mais attendez, le jour qui peut très bien arriver où nous, on va disparaître, les animaux seront encore là, quoi. Parce que leur capacité d'adaptation est bien supérieure à la nôtre, hein. Il ne faut pas oublier qu'un petit poulain qui naît, en 3 secondes après, il se dresse sur ses pieds, 1 minute après, il peut marcher, et 2 minutes après, il galope. Hein, je veux dire, un être humain, avant qu'il puisse marcher, ça met beaucoup plus de temps, quoi. Vous écrivez ceci: s'il est vrai que nous naissons de l'union de 2 êtres, nous mourrons de la désunion avec l'animal. Oui, ben voilà, là, c'est le truc sur encore une fois, voilà, c'est toujours avoir cette perspective
je voudrais continuer avec... je me suis posé cette question, je dis, mais où ça a foiré, quoi, en fait? On peut dire qu'on était des animaux, j'espère, au départ, qui vivaient quelque part en harmonie, j'aime pas ce mot, mais en tout cas en accord avec l'équilibre naturel, qui est très violent. C'est pour ça que j'aime pas le mot harmonie, parce qu'en fait, l'équilibre naturel de la nature est très violent. La nature est violente, le rapport animal est violent, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'on a tout d'un coup basculé? Alors moi, je pense, je suis pas un scientifique, mais pour moi, le premier acte fondateur de domination du monde, de la Terre, de l'humain, c'est le jour où il a éventré la Terre, il a semé quelque chose, il l'a obligé. Il a obligé la Terre à faire naître sa semence, quoi. Il y a quelque chose d'assez sexuel, d'ailleurs, dans cette démarche, quoi. Et pour moi, c'est l'acte fondateur qui fait que l'homme a commencé à prendre le pouvoir sur le monde jusqu'à... moi, je vois ça presque comme une fourmilière qui est en train de... Pour moi, c'est foutu déjà. Je vous dis tout de suite, on a beau essayer de faire des efforts pour le trou, pour les couches d'ozone et compagnie, c'est déjà mort. C'est mort. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'agriculteur bio et la déforestation des forêts brésiliennes. Pour moi, il n'y en a pas. C'est juste un problème d'échelle, en fait. Ça a mal commencé dès que ça a commencé, en fait. Voilà, ça a commencé. Ouais. Alors, on peut le voir aussi au niveau des animaux. Les premiers êtres qui ont commencé à capturer deux animaux pour les faire s'accoupler, pour donner la vie, pour pouvoir la prendre, c'est-à-dire pour se nourrir, voilà, pour moi, c'est le deuxième acte fondateur, quoi. C'est-à-dire, alors des scientifiques vous diront, oui, c'est le passage de la civilisation de chasseurs-cueilleurs à celui d'éleveurs-agriculteurs. Mais vous ne verrez jamais un animal agriculteur. Et vous ne verrez jamais un animal éleveur, quoi. Voilà, donc c'est là où on est passé du stade de ce qui, soi-disant, nous fait grandir. Mais pour moi, le mal est déjà dans... la finalité de tout ça, c'est qu'il y a un moment, on aura pourri toute la Terre, quoi. Voilà, et on peut faire ce qu'on veut. Et là, c'est un cheminement qui est sans fin, quoi. Enfin bon, c'est un peu pessimiste tout ça. C'est un peu pessimiste, oui, mais on en a plusieurs des livres pessimistes quand même. Oui, on veut réenchanter le monde, mais ça passe par là aussi. C'est pas réenchanter le monde en fermant les yeux, il faut regarder le monde tel qu'il est. Non, mais là, ça réenchante quand même par le chant, justement. C'est beau, c'est beau. C'est vraiment un texte très poétique, doublement poétique d'ailleurs, parce qu'il y a les chants en eux-mêmes, et il se termine toujours par une toute petite... partie vraiment comme une morale une morale encore plus poétique, je dirais. Mais ça passe du jeu au nous. C'est le jeu qui on ne sait pas ce qu'on est, et nous c'est l'humanité, quoi. Mais, avec le dernier chapitre qui est sur le on pourrait dire le suicide, quoi, qui est quand même la dernière arrogance que se sont accordés encore, que se sont abrogés les hommes, c'est de dire de pouvoir se donner le droit d'arrêter la vie, leur propre vie. Vous verrez jamais un animal se suicider. Vous verrez des animaux mourir de chagrin, de peine, etc. Mais vous verrez jamais un animal se jeter d'une falaise pour en terminer, quoi. Et ça, pour moi, c'est même le summum de l'arrogance des humains, quoi. Très beau livre de Barthabas. Pas gai tout ça, quand on... Non, mais bon. Alors, dans le livre de Yamen Manaï, voilà ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Je revenais du collège quand j'ai rencontré Bella. Un après-midi de novembre, morose, un garçon triste, chétif, une tête à claque, la tête baissée, la peur qui habite ses tripes et parfois l'envie d'en finir. On n'imagine pas ce que ressent un enfant quand il faut qu'il se fasse encore plus petit qu'il n'est, quand il n'a pas droit à l'erreur, quand chaque faux pas prend un air de fin du monde. Mais en l'entendant ce jour-là, j'ai redressé le menton. Et là, Bella, moi je me suis dit, il a rencontré une petite fille, il est amoureux du... Ben non, Bella c'est un chien, c'est une chienne. Oui, Bella c'est un chiot que le personnage principal recueillit dans une société qui n'accorde pas suffisamment de droits et de place aux animaux. Et c'est peut-être aussi le propre de beaucoup de sociétés à culture monothéiste qui croient que l'homme est l'incarnation de Dieu sur Terre et qu'il est par-dessus toutes les autres créatures. Voilà, donc il est dans cette société tunisienne qui est une société patriarcale et qui a des échos malgré tout avec ce qu'on connaît, parce que les sociétés patriarcales, malgré tout, sont beaucoup répandues dans la planète.
même dans les endroits où on croit que beaucoup de progrès a été réalisé, on se rend compte qu'il y a toujours des choses à faire, du progrès à gagner pour que la cause des plus faibles et des plus fragiles soit toujours entendue. Et c'est pour ça que même si cet adolescent est tunisien, qu'il parle depuis ce contexte-là, en fait, sa voix, elle résonne par-delà les frontières du pays et peut toucher donc, des Français. Et même là, on a des projets de traduction dans plusieurs pays. Donc, ce qui prouve bien que voilà, cette fragilité, elle nous habite et elle est toujours présente en chacun d'entre nous. Alors en fait, ce que j'ai lu, la 4e de couverture, c'est pas du tout le début du livre. Au début du livre, l'enfant, un adolescent de 15 ans, s'adresse à un avocat. Oui. Avocat. Vous voulez que je lise la première page? Oui. Attention, parce qu'on est avec un adolescent, et donc vous savez que le temps de l'adolescent n'est pas forcément celui de l'adulte. Donc voilà, ça commence comme ça. Maître Bakouche, vous plaisantez? Vous pouvez me cogner comme l'ont fait tous les autres, mais je ne vous appellerai pas maître. Vous pouvez vous brosser, je ne le dirai pas. Je ne suis pas votre chien. Monsieur, c'est tout ce que je vous dois. Et encore, c'est parce que je ne vous connais pas. Peut-être en vous connaissant mieux, je finirai par vous appeler l'enculé. Que je me calme? Détrempez-vous. Calme, je le suis. Ne croyez pas, à cause de ma gueule retournée, que je suis échaudé pour autant. Vous êtes là pour m'aider? Permettez-moi d'en douter. Vous ne me connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et vous voulez m'aider? Les êtres les plus proches m'ont toujours enfoncé, alors comprenez bien que j'ai du mal à croire à la main tendue d'un inconnu. C'est que c'est votre métier? Vous êtes un avocat commis d'office? C'est étrange. Je ne savais pas qu'on pouvait être maître et commis à la fois. Que je baisse d'un temps? Vous n'êtes pas mon ennemi? Qu'en savez-vous? Avez-vous des enfants, monsieur Bakouche? Les aimez-vous? Le leur dites-vous? Les prenez-vous dans vos bras? Les embrassez-vous? Ou êtes-vous comme vos congénères à les aimer à votre façon? Voilà, ça commence comme ça et on comprend très vite que cet enfant n'a pas une vie facile, n'a pas eu une vie facile, et on va découvrir très vite qu'il est dans une situation épouvantable, puisque même dès la page 11, on découvre qu'il a tiré sur son père. Oui, alors en fait, on est avec cet enfant qu'un expert psychiatrique et un avocat viennent visiter pour dresser son portrait psychologique, son parcours, en vue de son procès. Et en fait, à travers le dialogue qui s'installe entre ce trio, en fait, cet adolescent fait véritablement le procès de sa société, parce qu'en décrivant les raisons pour lesquelles il est arrivé là, en fait, on découvre une toile de fond qui est une société patriarcale, misogyne, où la violence est banalisée, où, en fait, j'avais à cœur aussi de décrire les coulisses de cette société qu'on méconnaît, parce que ce qu'on voit de la Tunisie, c'est une image un peu de propagande, osons le terme. La révolution, on l'a qualifiée de la révolution du jasmin. On a toujours cette image de la Tunisie hospitalière, un lieu de villégiature de vacances, le soleil, les plages. On a l'impression que les gens sont heureux, mais ce n'est pas forcément la réalité. Si bien que quand la révolution ou quand les soulèvements ont commencé, en France, on ne savait pas par quel bout prendre la situation. Et même à l'époque, Michel Alliot-Marie, qui était ministre de l'Intérieur, voulait véritablement aider Ben Ali à se maintenir en envoyant des CRS, parce qu'elle pensait que le soulèvement était fait par des voyous, parce que tout le monde pensait que la Tunisie était ce pays paisible. Mais non, en fait, il y a un envers à la carte postale, et ce livre-là, il présente l'envers de la carte postale. La devanture, elle est réelle. Je veux dire, le but, ce n'est pas forcément de jeter un fiel sur mon pays natal, mais c'est faire cette radioscopie pour mieux dresser ces tabous, mieux les aborder et établir des pans de dialogue et pour faire évoluer les choses. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui concernent les animaux et comment ils sont mal aimés, finalement, dans ce pays, mal tolérés. On ne tolère pas qu'un enfant, comme celui que l'on découvre dans le livre, puisse avoir une telle tendresse pour sa chienne Bella. Hein. Oui, après, c'est vraiment quelque chose qui
qui va au-delà de la Tunisie. Je me rappelle d'un chef-d'œuvre que j'ai lu qui s'appelle Les Racines du ciel de Romain Gary, où un personnage prend la défense des éléphants, et il y a dans ce roman l'image d'un prêtre qui dit mais je ne comprends pas pourquoi ce personnage Morel met autant d'énergie à défendre les animaux au lieu de défendre les hommes et au lieu de défendre Et on voit bien que pour une catégorie de personnes, voilà, la vie, c'est de l'entre-soi, c'est d'entre congénères, entre semblables. Et pour moi, et je pense pour Félix, avec cette métaphysique CRR, avec mon ami Barthabas qui parle de cette relation avec l'animal, il y a des sensibilités qui dépassent le cadre de l'humanité et qui l'inscrit dans un écosystème plus large et plus riche d'interactions. Et ce que dit cet enfant, en substance, c'est qu'il trouve dans les yeux de son chien ce qu'il ne voit pas dans les yeux de 1000 hommes. Donc, en effet, il y a des relations qui sont précieuses, et cette continuité que nous avons avec le monde animal est véritablement une grande richesse et nous permet de nous situer véritablement. Et comment est-ce que ce livre a été reçu? Parce que vous avez j'allais dire la dent dure, c'est pas la dent, c'est le stylo dur ou je sais pas. Beaucoup de femmes, vous dites que les femmes peuvent être complices aussi. Elles sont complices de cette graine de violence qu'on sème dans nos cœurs depuis tout petit. Ma mère n'a jamais rien dit à mon père quand il lui semblait bon de nous corriger. Et de toutes les mères que je connaisse, rares sont celles qui se sont dressées devant le mal domestique. J'entends par-ci par-là que dans notre cher pays, les femmes sont libres et libérées, mais on n'oublie guère de tresser dans la foulée les louanges de leur libérateur, de compléter par un « c'est grâce à Bourguiba ». Je n'ai pas connu ce bonhomme, c'est toujours le gamin qui parle, hein. Il est mort bien avant ma naissance. Mais si c'est un homme qui a libéré toutes ces femmes, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes. Il fallait que ces femmes se libèrent elles-mêmes, et d'elles-mêmes. Maintenant qu'il n'est plus là, qui pour les défendre ? Tout à fait. Parmi les mythes fondateurs et la propagande que nous avons de cette Tunisie moderne, c'est vrai que c'est un pays qui est avant-gardiste dans beaucoup de domaines, et notamment c'était le premier pays arabe et africain à accorder le droit de vote aux femmes. La femme tunisienne est un pilier véritable de la société, mais malheureusement, en tout cas, la vision que a cet adolescent, et il ne faut pas forcément prendre la parole du personnage pour la mienne, moi je suis un peu plus nuancé que ça. J'avais envie de décrire un adolescent qui est enragé et qui en fait voilà, se permet de balayer tous les mythes et se permet aussi de ridiculiser les nuances qu'on a envie d'apporter en tant qu'adulte pour dire qu'en fait tout ne va pas si mal que ça, qu'il y a encore des motifs. En fait, lui, il n'est pas du tout dans la démarche d'arrondir. C'est bien d'entendre le discours sans filtre comme ça. Oui, des fois, il faut ne pas forcément arrondir les angles. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que des personnes qui ont lu ce livre et qui étaient plus âgés que le personnage ont retrouvé la rage de l'adolescent qui les habitait et qu'ils ont enfui derrière des couches et des couches de vie, de composition, d'accords et de désaccords. Et alors, quand on est adolescent, on est beaucoup plus utopique, beaucoup plus idéaliste. Et là, en fait, voilà, ce gamin, il tire à boulet rouge, et notamment sur les femmes, parce qu'on a cette figure-là sacralisée de la mère en Tunisie. Et j'avais envie que ce personnage la casse et qu'il dise ok, j'ai une maman qui a tenu son rôle, mais un rôle dans une société qui l'assigne, si vous voulez, à des devoirs, qui l'empêchent véritablement de s'émanciper. Et le travail des femmes en Tunisie, par exemple, parce que, comme je dis, les femmes sont vraiment une composante sociale et économique du pays, et ben malheureusement, leur travail, c'est ce que dit le gamin, c'est une autre forme d'esclavage, parce qu'elles sont obligées d'aller chercher de quoi nourrir la famille, là où certains hommes ont de l'ego et ne vont pas vers des métiers qu'ils considèrent pas assez attractifs pour eux. Par exemple, des ouvrières agricoles, il y en a plus que des ouvriers agricoles. Voilà, les femmes tunisiennes, elles vont dans les usines, elles vont dans les champs, là où les hommes vont dans les cafés, ou peut-être essayent de traverser la mer. Donc voilà, j'avais quand même envie de démystifier cette condition de la femme tunisienne et de lui dire
qu'elle a encore du terrain à gagner, comme d'ailleurs partout dans le monde, malheureusement. Ça s'intitule Bel abîme. C'est paru chez Elisade Éditions. Et c'est aussi un très beau livre. Ben voilà, encore 3 qu'il va falloir aller vite vous procurer et vous faire signer par les auteurs. Donc, celui de Barthabas, Les Cantiques du Corbeau aux éditions Gallimard, et celui de Felwine Sarr, Les lieux qu'habitent mes rêves aux éditions L'Arpenteur. Voilà. Très beau livre. Merci à tous les 3. Merci beaucoup pour ces beaux livres et pour ce beau moment.